Bonjour à tous. L'intelligence artificielle au grand menu au programme de Smartech. Aujourd'hui, on va parler des principales actualités de l'AI Act avec cet accord politique qui a été trouvé au niveau européen. On s'intéressera à l'impressionnante levée de fonds de Mistral AI. On parlera également de MIA, cette IA qui doit aider les élèves de seconde dès la rentrée 2024 et puis de l'alliance géante aussi pour une IA open source. Nous aurons ensuite rendez-vous avec le biomimétisme. On parlera du rapport entre la minéralisation osseuse et le béton. Vous verrez, la technologie s'inspire grandement de la biologie. Mais d'abord, on va s'intéresser à la cybersécurité, comme souvent aussi dans Smartech, avec cette fois une innovation, l'analyse morphologique des malwares. Ces 3 questions A, tout de suite dans Smartech. Alors j'aime beaucoup dans Smartech quand je reçois des pionniers. Aujourd'hui, c'est le cas. Bonjour Régis Lost. Bonjour. Votre technologie est absolument innovante. Elle analyse la morphologie des logiciels malveillants. Je vais quand même vous présenter d'abord de manière plus formelle. Vous êtes le président de Cyberdetect qui a développé cette arme, je dirais, surprenante et innovante contre l'infection de nos machines. Ça s'appelle Gorille, cet outil. C'est né après 10 ans de recherche au sein du laboratoire de haute sécurité du Lauria. Le Lauria, c'est le laboratoire lorrain de recherche en informatique et applicatif. Qu'est-ce que ça veut dire, analyser la morphologie de vers, de malware, de logiciels malveillants ? L'objectif de cette analyse morphologique, c'est de s'intéresser à un malware, à un programme dans sa forme. De ne pas s'intéresser juste à sa signature, c'est ce que fait un antivirus classique. Un fichier égale un malware égale une signature. Ce qui fait que si vous n'avez jamais vu ce malware auparavant, avec cette signature, vous avez peu de chances de le détecter. Mais quand vous dites à sa forme, parce que alors, après, on va avoir un petit rendez-vous sur le biomimétisme, mais là, on n'est pas du tout dans de la biologie avec des malwares. Non, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que notre technologie nous permet de transformer un malware, de le désassembler, pour comprendre la façon dont il fonctionne dans sa forme la plus basique. Quelles sont les instructions qui le composent. Et ce sont ces instructions qui nous permettent de différencier un malware d'un logiciel qui est un logiciel legacy, un logiciel normal. Donc c'est son comportement qu'on va analyser. On va chercher des petites briques de comportement, des petits morceaux d'instructions de comportement malveillant dans un malware. C'est-à-dire que si ce malware est réécrit, dans un autre langage, par exemple, on va quand même réussir à retrouver ces petits morceaux de comportement malveillant, et c'est ça qui nous intéresse. Parce que les malwares sont généralement issus de plusieurs briques de malware déjà existants. Oui, exactement. Par exemple, on a vu très récemment Logbit, qui est un malware assez connu, a racheté du code d'un autre malware qui s'appelle Black Matter. Donc ils ont composé un nouveau malware de 2 malwares différents. Donc il a à la fois le comportement de Logbit et le comportement de Black Matter. Et on est capable, pour s'en protéger, de détecter, ça c'est malveillant, c'est un bout de Logbit, ça c'est un petit bout de Black Matter, pardon. Donc ça nous permet de savoir ce qu'il fait et comment mieux s'en protéger. Et alors vous promettez quelle efficacité dans la détection de ces logiciels malveillants à travers cette analyse morpho ? Parce qu'il y aura toujours des trous dans la raquette. Alors très honnêtement, si je vous disais 100%, je serais un menteur. Oui. C'est pas possible. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une chaîne de protection complète pour une entreprise, pour un particulier, elle est composée de différentes technologies, de différents outils. Nous, on est une partie de la protection basée sur le malware, sur le programme exécutable. Et ce qu'on aimerait, c'est d'être le plus proche possible du 100%. On n'y est pas, parce que si c'est complètement nouveau, 100% nouveau, on n'arrivera pas à le détecter, personne n'arrivera à le détecter. Notre métier, c'est de retrouver des tout petits bouts de code. Donc de retrouver entre 80 et 90% du code déjà existant dans un malware nouveau, et de se protéger des variants. Et la plupart du temps, vous nous dites finalement, il y a toujours des petits bouts de code réutilisés. Il y a très souvent des petits bouts de code réutilisés. Ouais. Et quand vous dites que vous êtes complémentaire, c'est-à-dire que vous êtes où sur la chaîne de cyberprotection ? On est dans la partie détection. Il y a un nouveau programme, un nouvel exécutable qui arrive par un de vos fournisseurs, par exemple. Ce fournisseur, il a peut-être été attaqué, lui, et vous ne le savez pas, donc vous devez vous en protéger. Donc quand ce nouvel exécutable, cet update, va arriver sur votre infrastructure, c'est là où on va venir et on va venir le détecter pour l'empêcher d'entrer dans votre infrastructure. Donc spontanément, moi j'ai envie d'avoir Gorille dans mon ordinateur, mais visiblement c'est pas possible. Non, c'est plutôt une solution. Ça sert à qui aujourd'hui ? Ouais, c'est plutôt une solution qui est dédiée aux grandes entreprises parce que ce sont elles qui sont vraiment ciblées par des attaques ciblées justement. Les malwares qui sont construits spécifiquement, composés spécifiquement pour attaquer une infrastructure particulière, c'est là où on est les meilleurs, c'est là où on va proposer notre Gorille. On pourrait proposer à des particuliers, bien évidemment, mais c'est
moins intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire ce serait vraiment sortir l'artillerie lourde. C'est utiliser un bazooka pour tuer une mouche souvent, oui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, donc je disais, c'est 10 ans de recherche qui ont permis de faire émerger ce nouvel outil. On n'est pas en phase industrielle, c'est quoi? C'est encore la phase de lancement? Non, aujourd'hui, la société a été créée en 2017. On a passé 3 ans, je pense, à développer un logiciel, un outil à partir de ce code de recherche dont vous parliez. Et aujourd'hui, depuis 2020-2021, on commercialise différentes versions de notre gorille en fonction des besoins. D'accord. Bon, j'imagine de toute façon qu'il y a de l'IA dans votre solution, de reconnaissance morpho. Oui, bien sûr. On utilise des technologies qui sont des technologies d'IA pour faire de la reconnaissance de forme. L'IA, au départ, c'est pour faire de la reconnaissance de forme, de la reconnaissance de son. Nous, on utilise ces technologies d'IA pour faire de la reconnaissance de morceaux de code qui sont des morceaux de code malveillants. Bon, donc vous allez écouter la suite de l'émission. Avec grand plaisir. C'est notre grand rendez-vous sur l'IA. 3 experts pour commenter l'actualité autour de l'intelligence artificielle dans ce grand rendez-vous de l'IA. Le premier, je le présente, David Sebaoun, qui fait l'actualité en plus. On va voir ça ensemble. Executive Partner, vous êtes en charge des équipes et projets transformation autour de l'IA et de la data, ainsi que de l'ensemble des nouvelles technologies chez IBM Consulting France. Bienvenue à vous, David. Bonjour. À côté de vous, Jean-Marie John Matthews, vous êtes chercheur associé à l'Université Paris-Saclay. Vous travaillez sur les biais et les méthodes d'explicabilité des IA. Et puis, vous êtes le cofondateur de Giscard. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de votre start-up à Station F au moment d'un grand événement autour de l'IA. Giscard, donc éditeur de logiciels français spécialisé dans le contrôle qualité, finalement, des algorithmes d'intelligence artificielle. Bienvenue également. Guylain de Pierrefeu, qui complète ce plateau, partenaire expert IA au sein du cabinet Wavestone. Bonjour Guylain. Bonjour. Consultant, vous, sur les sujets énergie, environnement, évidemment data et IA, toutes ces transformations pilotées par la donnée finalement. Oui. Eh bien, bienvenue à tous les 3. On va commencer avec l'AI Act, donc un accord politique qui a été trouvé en Europe. Mais je voulais savoir qui s'en réjouissait déjà autour de la table. Forcément, du côté Giscard, on s'en réjouit parce que nous... je ne sais pas, forcément. Oui. Parce que vous êtes du côté de l'innovation, on avait peur justement que les réglementations freinent l'innovation. En fait, on travaille avec des personnes qui mettent en place de l'IA et on sait qu'il y a énormément de risques et de vulnérabilités autour de l'IA. Et il y avait de quoi les réguler, en fait, notamment autour des biais, des stéréotypes, des discriminations. Vous avez des attaques possibles aussi, des problèmes autour des données personnelles. Donc, ce sont des sujets qu'il fallait réguler et on est content que ça soit fait. C'est-à-dire qu'en tant que start-up, on se dit finalement on avance de manière plus sereine quand on a un texte qui fixe un cadre, c'est ça ? Oui, parce qu'on sait aujourd'hui, déjà au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de l'outillage, qu'il existe des solutions en fait, pour mesurer les risques et les mitiger. Donc en fait, on est content en fait, qu'on aille dans cette direction. Et donc vous pensez peut-être même que vous allez devenir un prestataire de services incontournable finalement ? Sur certains domaines, alors nous ce qu'on fait beaucoup c'est vraiment du red teaming, c'est-à-dire vraiment Qu'est-ce que c'est ça ? Alors c'est quelque chose qui est issu de la cybersécurité, donc en fait c'est d'attaquer des IA pour voir ce qui ne va pas et ensuite produire un rapport pour dire voilà sur ces domaines-là, sur l'injection de prompts, sur la révélation d'informations sensibles, sur les contenus malveillants, on a des soucis, écrire un rapport là-dessus. Donc c'est proche de l'audit algorithmique. Alors c'est très proche de l'audit, sauf que c'est plus tourné vers les attaques. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup et aujourd'hui on sait que les entreprises sont très friandes sur ce sujet. C'est pour ça que vous parlez plutôt, moi j'ai dit c'est un contrôle qualité, vous le présentez plutôt comme un antivirus, une sécurité finalement des algorithmes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce texte l'AI Act ? Nous on se réjouit aussi effectivement IBM, de ce texte, à la fois sur la forme et sur le contenu, l'approche de gestion par les risques de l'IA. Un modèle peut être plus ou moins risqué en fonction de son application. Si un modèle vient vous dire que vous allez préférer une voiture rouge ou une voiture bleue, s'il se trompe, c'est pas forcément très grave. Maintenant, si c'est un modèle qui décide si vous allez avoir un crédit ou un modèle qui va faire de l'aide au diagnostic, c'est plus embêtant. Donc il y a vraiment cette notion d'approche par les risques qui nous paraît très intéressante. Et le deuxième sujet, c'est la notion d'équité, de transparence, d'explicabilité qu'il faut mettre en place quand on développe de l'IA. En fait, on est dans une logique de sortir de l'opacité, de la logique de boîte noire. Après, effectivement, l'Europe est un peu pionnière sur un texte qui est légiférant, mais ce n'est pas un sujet qui concerne que l'Europe.
On a vu que le président Biden a parlé énormément de la gouvernance de l'IA, la nécessité d'avoir une gouvernance de l'IA. On a les dirigeants du G7 qui se sont réunis dans le processus d'Hiroshima pour définir des guidances sur le développement de l'IA. Et donc, globalement, c'est un sujet qui est mondial, qui concerne toutes les régions. Et ce qui est intéressant de voir... On cherche une réponse, en fait. Exactement. Au déploiement vertigineux de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et on voit quand même qu'il y a un cadre qui se détache de tout ça, qui est autour des piliers que j'ai décrits. Alors, chez Wavestone, on porte quel regard sur ce texte ? Positif aussi, parce que c'est finalement c'est la première vraie régulation des IA. On voit qu'il y a plein d'acteurs dans le monde, y compris des producteurs d'IA, qui demandent une régulation. Et moi, j'aime pas le monde de l'IA tel qu'on peut le voir en Chine avec le social rating, tel qu'on peut le voir même avec OpenAI et ChatGPT, qui a quand même volé une partie importante de données pour entraîner son modèle en piquant de la propriété intellectuelle à des auteurs, à des scénaristes, etc. Donc il y a des choses qui me gênent dans cet usage de l'IA. Le fait d'essayer de le réguler est une bonne chose. Après, je suis assez prudent dans la façon dont on va l'appliquer, donc il va falloir... tout reste à faire. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est mis d'accord, comment on va l'appliquer réellement, et est-ce qu'effectivement, on ne va pas aller jusqu'à, ce qui était un peu le débat du fameux trilogue, empêcher les créateurs de modèles, et notamment les beaux créateurs européens dont on reparlera tout à l'heure, de créer et de rattraper un peu leur retard par rapport à nos géants américains. On s'oriente d'ailleurs pour une transparence plus importante vis-à-vis de modèles plus grands. Mais est-ce que du coup on se dit alors les Européens ils n'ont pas intérêt à grossir trop vite parce qu'ils vont se retrouver dans des contraintes bon, je sais pas ce qu'il en est de ce débat. En tout cas, c'était quand même assez étonnant d'entendre Emmanuel Macron lors de son allocution à l'occasion des 2 ans du plan France 2030, qui nous dit il pense que c'est pas une bonne idée, ce texte. Enfin, je veux dire, il est assez... D'ailleurs, il dit, je le dis en toute honnêteté, il est quand même assez direct. On peut décider, je le cite, on peut décider de réguler beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que nos grands compétiteurs, mais on régulera des choses qu'on ne produira plus, qu'on n'inventera pas. Effectivement. En fait, l'éléphant dans la pièce, c'est vraiment les IA génératives. Vous êtes d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron ? En fait, il faut bien mesurer là où sont les risques. Et c'était ça, en fait, l'approche de base de l'IA Act, c'est de se dire quels sont les usages à risque par rapport à ceux qui ne sont pas à risque pour mettre des dispositions qui sont différenciées. Et là, avec l'IA générative, on est dans une situation où on a justement des IA à usages généraux, en fait, qui font que c'est difficile d'associer un risque à un usage qu'on ne connaît pas, en fait. Et donc là, du coup, on a eu des négociations, d'ailleurs, qui sont terminées très tard. On a vu que les négociateurs ont bu des boissons énergisantes jusqu'à 21 heures de négociation. 35 heures de négociation. 35 heures, parce que c'était vraiment difficile de trouver une solution là-dessus. Et la solution qui a été trouvée, c'était de découper justement les IA à usage généraux en 2 parties. Ceux qui ne sont pas à haut risque et ceux qui sont à haut risque. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça veut vraiment dire, une IA à haut risque ? C'est presque un oxymore, en fait. Parce que si c'est à usage général, justement, c'est difficile de dire si c'est à haut risque ou pas. Donc, voilà. Quand il dit qu'on ne les produira plus, il nous dit que c'est un frein à l'innovation en Europe. En fait, clairement, quand on voit le contenu de l'AI Act, si on avait été au bout du modèle que voulait le Parlement européen, notamment, qui était un modèle de contrôle des modèles de fondation, donc vraiment aller dans le code, aller regarder comment c'est fait, comment c'est fabriqué, comment c'est construit, et être hyper exigeant avec les acteurs qui font ça. Ça nécessite des épaules très larges et une capacité à se financer de la recherche très lourde pour arriver à fiabiliser des modèles qui, par essence, ne sont pas fiables. C'est des réseaux de neurones, c'est hyper complexe, ça apprend tout seul, ça définit les paramètres tout seul, etc. Donc, très difficile à contrôler, très difficile à comprendre. Et évidemment, un Mistral.ai, un Aleph Alpha en Allemagne, etc., aurait eu beaucoup de mal à la fois rattraper, entre guillemets, leur retard sur ChatGPT et autres, ce qu'ils sont en train de faire, et à la fois à traiter ce volet régulatoire. Donc, c'est ça qui faisait peur, en fait, un peu aux jeunes pousses, on va dire, de l'IA générative. C'était le fait de se mettre plein de nouvelles contraintes, alors que les autres sont déjà arrivés, sans respecter ces contraintes. Voilà. Là, on nous dit on a trouvé un accord politique. Finalement, on a le président de la France qui dit non, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, ce texte. Le texte, on est bien d'accord, c'est pas terminé, parce qu'il y a toute la phase de travail juridique, de mise en application qui va forcément donner une orientation plus ou moins dans un sens ou dans un autre sur l'AI Act. On ne sait pas finalement ce qui va sortir de là. On nous parle d'une application
2025, elle sera plutôt fin 2025, voire 2026, à mon avis. Oui, moi, en fait, je pense qu'il faut se détacher un peu de la réglementation. La réglementation, c'est très bien, c'est une chose. Il ne faut pas qu'elle soit prohibitive pour l'innovation. Mais je pense que l'enjeu, il va au-delà pour les grandes entreprises qui veulent déployer de l'IA. Il y a un enjeu de contrôle, de maîtrise, en fait, de la façon dont les décisions sont prises dans l'entreprise. Parce que l'IA prend des décisions. Donc, est-ce qu'on sait pour quelle raison l'IA a pris telle décision ou telle autre décision? En tout cas, elle recommande de certaines décisions. Oui. Après, c'est l'humain qui décide de les prendre ou pas. Il faut qu'elle puisse expliquer pourquoi elle recommande tel type de décision, que ce soit directement vers les clients ou même à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a un enjeu de maîtrise et puis un enjeu d'éthique aussi. Et les entreprises doivent prendre en compte cet enjeu d'éthique au-delà du sujet de la réglementation. Et ça, la question de l'éthique, ça peut faire partie des nouveaux axes de cybersécurité des algorithmes? Complètement, oui. Parce que la question de l'éthique, ça peut se formaliser, en fait. Il y a plusieurs attaques qu'on connaît sur les questions d'éthique. Par exemple, ce qu'on appelle le gender neutralité, c'est voir si, quand je donne des entrées différentes dans les IA, en fonction des pays, des religions, du genre aussi, est-ce qu'on a des réponses qui sont différentes? Ce sont des choses qui se formalisent. Et aujourd'hui, on a des outils pour le faire. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'approche américaine sur ce sujet, justement, comment on va encadrer l'IA, qui n'est pas forcément la même approche que l'Europe, d'ailleurs, de manière générale. Mais, par exemple, ils travaillent sur le hacking des algorithmes pour aller voir, justement, où sont les biais, qu'est-ce qu'on peut aller trouver comme transparence de manière effective. C'est beaucoup plus opérationnel, je dirais, comme réglementation. Et puis, beaucoup de soutien, de subventions aussi. Alors ça, on y arrive en France. On va passer à notre deuxième sujet, justement, avec Mistral, qui n'a pas attendu le soutien de l'Europe pour faire une deuxième tour de table, une très belle levée de fonds, 385 millions d'euros pour une start-up française. Ça fait plaisir. Pour créer des grands modèles de langage, ça fait encore plus plaisir. Mais est-ce que c'est pas un peu un vent de folie quand on nous parle d'une valorisation déjà pour cette start-up qui a quelques mois finalement de pratiquement 2 milliards de dollars? On s'emballe On s'emballe pas parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, ils ont eu presque la reconnaissance de leur père à prix qui court. Aujourd'hui, quand vous demandez à OpenAI et à Sam Altman qui sont ses concurrents, ils citent notamment Mistral.ai. Ils citent aussi Aleph Alpha en Allemagne, etc. Donc, quelque part, ils sont reconnus. C'est quand même des chercheurs très brillants qui ont tous participé les trois cofondateurs. Ce sont des Normaliens qui ont travaillé dans les big tech sur ces sujets de grands modèles de langage. Donc ils partent pas de zéro, qui avaient contribué au modèle de Meta, Llama 2, etc. Donc globalement, ils ont cette puissance technique, ils ont fait leurs preuves, c'est-à-dire très rapidement, personne n'y croyait, ils ont développé quand même une première version qui marche bien, qui n'est pas encore au niveau d'un GPT-4, mais qui marche bien. Donc ils ont fait leurs preuves et ils ont cette solidité. Donc alors voilà, et 380 millions, on n'est pas encore au niveau des 10 milliards qu'a mis Microsoft dans OpenAI, quoi. On est encore loin du jeu, mais c'est déjà un signal extrêmement positif sur le fait que on y va et que on est capable. C'est ça sur quoi on bloquait depuis des années le financement un peu après le lancement d'une start-up, quoi. Je me permets un petit bémol parce que quand même aussi derrière ce financement magnifique, on a des fonds américains, entre autres, pas uniquement. Commentaire David. Oui, moi ce que je pense c'est que on change. Donc je trouve ça très bien en fait qu'on essaye de créer des champions européens qui vont avoir une portée mondiale. Ça c'est vraiment très bien. Notre approche elle est toujours ouverte. Nous on travaille dans une logique d'écosystème, donc on va travailler avec différents acteurs dans différentes régions, différentes géographies. Je pense qu'on sort un peu de la logique big tech, small tech. C'est comme l'a très bien dit Yann Lequin. On rentre plutôt maintenant dans une frontière entre les techs qui sont open et les techs qui sont fermés. Et donc, à partir du moment où on arrive à créer des acteurs qui vont créer de la technologie open, je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. Bon, et Mistral, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, ils rejoignent ce mouvement. On enchaîne avec l'autre actualité, parce que le temps file. C'est cette IA qui doit aider les élèves de seconde dès la rentrée 2024, en français et en mathématiques. Elle s'appelle MIA, pour module interactif adaptatif. Est-ce que l'IA, c'est l'avenir d'éducation beaucoup plus personnalisée, selon vous ? Alors, moi, de mon côté, je suis un peu plus sceptique parce que, déjà, j'ai testé cette application il n'y a pas très longtemps. Ouais, on peut. On voit en fait tout le mode d'emploi. Alors, c'est vraiment un outil d'aide aux devoirs, ça c'est clair,
avec de la recommandation pour aller au bon endroit, au bon exo. En fonction de son niveau. En fonction de son niveau. Oui. Par contre, après, la vraie question qu'on peut se poser, c'est là, on sait aujourd'hui qu'il y a un vrai souci pour les élèves de seconde. Il y a l'enquête PISA qui montre qu'il y a une baisse sans précédent du niveau. Et on sait aussi les raisons pour lesquelles il y a cette baisse-là. On sait que c'est parce que on ne trouve pas de profs. 2 tiers des proviseurs n'arrivent pas à trouver de profs. Et donc voilà, donc là, il y a la question de est-ce qu'on surfe sur cette vague un peu gadget de l'IA pour les élèves de seconde, ou est-ce qu'on augmente un peu les salaires? C'est-à-dire que ça remplacerait les cours de rattrapage, c'est ça que vous dites, à terme, ça pourrait leur donner l'idée d'eux? Moi, je pense que c'est sûr que c'est beaucoup moins cher de développer une app pour l'aide aux devoirs à coup de campagne de com', que plutôt augmenter les salaires des profs. Donc voilà, je pense que... Et il y a un risque à confier justement ce rattrapage, ces mises à niveau à des algorithmes? Non, pas vraiment là-dessus, parce que j'ai regardé un peu les algorithmes, c'est pas vraiment des IA qui génèrent des choses. Oui, c'est des quiz, des exercices. Voilà, c'est très normé. C'est des choses qu'on maîtrise quand même. Ouais. Oui, vous vouliez réagir? Moi, je suis embêté parce que je pense que ce serait une bonne idée dans l'absolu. C'en est pas une aujourd'hui, à un moment où on a un vrai problème de nombre de profs, de niveau des profs. Ouais. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est une très bonne chose d'apprendre aux élèves à utiliser les IA, génératives ou pas, celle-là n'en est pas une, mais parce qu'ils vont devoir le faire. Enfin, c'est une évidence aujourd'hui, ça vient dans la vie de tout le monde, etc. Donc, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, il ne faut pas l'interdire, mais il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il faut des profs et des parents aussi qui soient complètement au niveau et qui soient en capacité finalement de vraiment apporter ce que l'humain seul peut apporter et en même temps faire utiliser intelligemment ces trucs-là et donner aux enfants la capacité à évaluer ce que leur propose l'IA, à le contrôler, à faire des choses à côté, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas ça. Alors, comme on n'a pas ça, du coup, on va utiliser ce gadget en se disant, voilà, à défaut de vrai prof, on va mettre un prof robot, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que les données seront partagées avec les profs, avec les parents. On saura un petit peu plus où en est l'élève dans sa progression. Après, il faut que ce soit suffisamment ludique aussi pour que l'élève joue le jeu, je dirais, avec son IA. Oui, alors il y a eu plein d'études sur le fait d'essayer de mettre trop de ludique dans l'enseignement, finalement nuit à l'enseignement. Donc je me méfie aussi un peu de ça. Donc qu'on essaye le truc, je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils vont devoir utiliser des outils de ce type-là, etc. Qu'on en fasse l'alpha et l'oméga du rattrapage de notre retard PISA, là, je pense que c'est une erreur et que le vrai sujet, c'est les profs humains de bon niveau qui sont capables d'accompagner. Voilà. Il nous reste 30 secondes. Allez, pour l'Alliance géante pour l'IA open source, ça c'est une initiative, des groupes américains IBM et Meta. C'est baptisé AI Alliance et il y a déjà 57 membres. C'est ça, donc c'est déjà c'est mondial, c'est une initiative mondiale dans laquelle il y a IBM, Meta, Hugging Face et puis beaucoup d'acteurs dans le monde de la recherche, des académiques, des acteurs qui produisent de la technologie. Et l'idée, c'est de promouvoir une approche open, ouverte, d'évolution de la technologie et une approche responsable. On parlait de l'AI Act. Nous, l'approche responsable, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Avec des standards. Avec des règles, des standards, des cadres pour vraiment s'assurer qu'on produit une IA de confiance. Merci beaucoup. On n'a plus le temps, pas le temps d'en dire plus, mais on suivra évidemment ces initiatives. David Sebaoun était avec nous, d'IBM Consulting France, Jean-Marie John Matthews de Giscard, la start-up prometteuse pour surveiller nos IA, et Guylain de Pierrefeu du cabinet Wavestone. Merci beaucoup à tous. Merci. On enchaîne avec un autre univers. On va aller dans la nature, s'intéresser au biomimétisme. On termine cette édition avec notre rendez-vous dans la nature avec le biomimétisme, plus précisément la bio-inspiration. Bonjour Quentin M. Salem, vous êtes spécialiste R&D bio-inspiré chez Bioxégie. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du lien entre la biominéralisation osseuse et le béton, avec la présentation d'un projet européen. Alors, on va d'abord s'intéresser au secteur du bâtiment, donc. Exactement, le secteur du bâtiment qui est essentiel pour notre développement, mais qui est aujourd'hui un très gros consommateur de matières premières et qui est aussi un très gros émetteur de gaz à effet de serre, de par l'extraction et la transformation des matériaux de construction. Et chez Bioxégie, du coup, on est un bureau d'études spécialiste en innovation inspirée de la nature. On s'est demandé comment réussir à transformer cette industrie. Et dans ce cadre-là, on a rejoint un consortium d'entreprises et d'universités réunis autour d'un projet commun qui est le projet Seastone. Donc Seastone pour Carbon to Stone, donc du carbone à la roche.
Donc c'est un projet européen qui vise à essayer de réduire l'empreinte environnementale du secteur de la construction, notamment en développant des matériaux qui capturent le CO2. Ok, et donc pour cela, vous êtes allé chercher une inspiration dans notre biologie, en regardant la minéralisation osseuse. Exactement. Alors le vivant peut nous aider vraiment de plein de manières différentes pour réussir à développer un matériau qui capture le CO2. Mais ce qui nous a particulièrement intéressé dans la biominéralisation, c'est cette capacité de créer un minéral. Et c'est ce que savent très bien faire les êtres vivants. C'est effectivement ce que c'est la biominéralisation. C'est vraiment un phénomène naturel de fabrication de minéraux par les êtres vivants. Donc c'est l'ensemble des cellules et des molécules qui vont créer une structure minérale. Alors les structures minérales, on en trouve plein dans le vivant. Il y a les squelettes des vertébrés, il y a aussi les exosquelettes des mollusques, des crustacés, mais il y a aussi, et notamment surtout l'os humain, qui a ce rôle de support du corps, du support des membres, mais qui a aussi cette incroyable capacité de s'auto-cicatriser. Et c'est ça qui nous a particulièrement intéressés dans le cadre du projet Seastone, c'est essayer de comprendre comment concrètement il arrivait à s'auto-cicatriser, parce que si on arrivait à faire s'auto-cicatriser des matériaux de construction, ce serait vraiment parfait. Et alors, parlez-nous un peu justement de ce projet de béton auto-cicatrisant. Voilà, c'est ça. C'est finalement des chercheurs qui se sont dit, mais alors concrètement, comment fait l'os pour s'auto-cicatriser? Alors si on rentre un petit peu dans la biologie, il y a deux types de cellules qui permettent du coup l'autocicatrisation de l'os. Il y a des cellules qui vont synthétiser la matrice osseuse et des cellules qui vont commander cette synthétisation. Et c'est exactement ce que vont reproduire les chercheurs dans un béton. C'est-à-dire qu'ils vont insérer des microcapsules de phosphate qui sont finalement à l'état dormante dans le béton lorsqu'il est intègre. Mais dès qu'il y a une fissure dans le béton, ça va finalement, l'eau et l'humidité et le CO2 de l'air va rentrer en contact avec ces microcapsules, ce qui va libérer une substance active et ce qui va complètement minéraliser et réparer la fissure du béton pour lui faire récupérer ses propriétés mécaniques et son étanchéité. Super projet, merci beaucoup pour ces détails et bravo pour ce projet européen dans le BTP. Quentin Msalem, je rappelle que vous êtes spécialiste R&D bio-inspiré chez Bioxégie. Vous nous offrez régulièrement donc ce regard sur le biomimétisme. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent et qui regardent Smartech sur la chaîne Bismart ou encore sur nos réseaux sociaux et où nous suivent en podcast. À très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour de nouvelles discussions sur la tech très vite.